Bienvenue dans La Science mouille le maillot, le podcast de Conversation Slate qui vous explique comment les scientifiques peuvent faire gagner des médailles aux sportifs et vous donne les clés pour une meilleure pratique au quotidien. Je suis Benoît Tonson, journaliste scientifique pour The Conversation France. Ronaldo! Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit! Pas ça Zinedine. You cannot be serious. José Pérez doit faire son effort et elle le fait. Air France, Victor Wembanyama. Frisson Ménal, Laure Manodou est une extraterrestre. Raphaël, Nadal semble éternel. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Le sport, c'est bon pour la santé. Cette phrase, vous l'avez déjà entendue. On vous a peut-être même suggéré de commencer à aller courir, nager ou faire de l'escalade car vous étiez trop stressé, que vous aviez mal au dos ou que vous aviez quelques kilos en trop dont vous vouliez vous séparer. Tous nos mots, ou presque, semblent être solubles dans le sport. Eh bien, préparez-vous à être surpris car dans cet épisode, Gabriel Maréchaux, journaliste pour The Conversation France, va se pencher sur l'addiction au sport. Gabriel, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Oui, on va parler d'addiction au sport aujourd'hui et ce sera peut-être l'occasion pour vous qui nous écoutez de commencer à réfléchir sur votre pratique sportive et celle de gens qui vous entourent. Cet ami marathonien qui continue de courir malgré une blessure, cette collègue qui a particulièrement mal vécu le confinement car elle ne pouvait plus aller à la salle de sport, eh bien, est-ce que ces gens ne seraient pas addicts au sport ? Ils ne seraient en tout cas pas les seuls. D'après une récente revue de la littérature scientifique, cela concernerait entre 3 et 7% des sportifs réguliers étudiants et entre 6 et 9% des athlètes. Pour questionner ce vaste sujet, notre invité aujourd'hui, c'est vous, Laurence Kern. Bonjour. Bonjour. Laurence Kern, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Vous travaillez sur l'addiction au sport en population générale et auprès de patients atteints d'anorexie. Vous êtes également, à côté de cela, professeur d'activité physique adaptée et psychologue de la santé clinique. Vous avez également, enfin, pu réaliser des études cliniques de personnes présentant des addictions au sport, comme cet homme de 50 ans qui a choisi de travailler la nuit pour la journée faire toujours plus de cyclisme. Mais avant toute chose, laissez-moi vous poser la question qui est peut-être dans la tête des gens qui nous écoutent. On peut donc être addict au sport ? Oui, on peut tout à fait être addict au sport. La définition de l'addiction au sport, c'est avoir un comportement pathologique envers son sport ou l'activité physique. Alors peut-être qu'on va redéfinir rapidement ce qu'est l'activité physique aussi. Cette pratique pathologique, en fait, va amener des conséquences négatives et ces conséquences négatives peuvent être en lien avec la santé, la réduction des autres activités familiales ou professionnelles. Cette pratique peut être compulsive, c'est-à-dire qu'elle va être ritualisée, stéréotypée, avec une dépendance. Alors, dans le sens psychiatrique, il va y avoir un sevrage et aussi une tolérance. Cette activité, elle peut être faite pour réduire des tensions ou alors atteindre un état beaucoup plus agréable. Et quoi qu'il en soit, la personne va perdre le contrôle de son activité. Quand on va être addict au sport, en gros, il y a une perte de contrôle de l'activité, une souffrance et une réduction des autres activités avec des symptômes de compulsion et de dépendance. Ça peut paraître un peu contre-intuitif de penser le sport comme une addiction parce que le sport est surtout perçu comme quelque chose de positif. Et si j'ai bien cru comprendre, dans le monde de la recherche, on a découvert l'addiction au sport de manière un peu fortuite. Tout à fait. C'est Backland en 1970 qui voulait faire une étude sur la privation, les effets de la privation de l'exercice physique sur le sommeil. Et pour ça, il a voulu interviewer des marathoniens. Et il s'est rendu compte que quasiment aucun marathonien était d'accord pour faire son expérimentation où il fallait qu'ils arrêtent leur pratique pendant 1 mois. Les quelques marathoniens qui ont répondu, en fait, sont plutôt ceux qui étaient plutôt marathoniens de loisirs, qui s'entraînaient 2-3 fois par semaine et non pas tous les jours ou 4-5 fois par semaine. Donc il s'est dit, tiens, c'est étonnant. Et c'était une étude qui était vraiment novatrice dans le sens où c'est une des premières fois où on payait les sujets pour faire cette expérimentation. Et il s'est dit, c'est marrant, il doit se passer autre chose qu'on n'a pas analysé. Et donc de là est parti le fait de parler d'addiction, à l'époque de dépendance au sport. À l'époque, on est à peu près... 1970. D'accord, donc c'est relativement récent. Et peut-être avant du coup de continuer, aujourd'hui, il y a un terme qu'on utilise, qu'on entend beaucoup,
pour parler d'addiction au sport, c'est celui de bigorexie. Alors peut-être une clarification s'impose. Est-ce que la bigorexie et l'addiction au sport, c'est la même chose ? Alors non, alors en fait, vous avez raison de poser la question, il y a 11 termes pour parler d'addiction au sport. Donc il y a la compulsion, la dépendance, il y a l'activité physique excessive, etc., etc. Dans les revues scientifiques, la bigorexie n'apparaît pas comme synonyme d'addiction au sport. Donc la bigorexie, c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent. C'est un trouble de la perception de soi. En fait, on appelle aussi bigorexie le syndrome d'Adonis ou anorexia inversée. C'est un trouble de la perception de soi où les personnes se voient beaucoup plus minces que ce qu'elles ne sont en vrai et elles ont une vraie focalisation et elles se centrent vraiment sur leurs muscles et elles aimeraient avoir de plus gros muscles. Donc, pour arriver à ça, évidemment, elles vont faire de l'activité physique et elles vont avoir des conduites alimentaires qui sont problématiques puisqu'elles vont consommer beaucoup de protéines. En fait, quand on va parler de bigorexie, forcément, on parle aussi de dysmorphie musculaire. Ces personnes-là vont aller plus à la salle pour faire plus d'activité physique et manger plus protéiné. Mais le syndrome principal, c'est pas l'addiction au sport, c'est une des conséquences. Donc, si je soigne ces personnes pour une addiction au sport, je passe à côté du trouble de la perception comme en anorexie. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est pas un synonyme, mais qui est un autre trouble à part entière. Activité physique et sport, vous l'avez dit, c'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ? En fait, on va définir l'activité physique comme toute contraction volontaire des muscles striés squelettiques qui va engendrer une dépense d'énergie. Cette activité physique, je vais pouvoir la faire quand je vais promener mon chien, quand je vais faire du ménage, quand je vais jouer avec mes enfants, quand je vais courir le dimanche. Ça, c'est de l'activité physique. Le sport, en fait, c'est un sous-ensemble qui est intégré dans l'activité physique. Puisque quand on fait du sport, on va bouger nos muscles striés squelettiques. En fait, le sport, il y a une dimension compétition, il y a une dimension dépassement de soi, amélioration des paramètres de sa condition physique. Mais quand on fait du sport, c'est sous l'égide d'une fédération. En fait, on est licencié souvent dans un club et on va s'entraîner pour faire des compétitions, pour battre des records ou arriver le premier. Donc, quand on fait du sport, on est vraiment dans l'idée de faire des compétitions. Quand on fait de l'activité physique, finalement, c'est marcher, c'est monter les escaliers. Laurence Kern, Gabriel Maréchaux, merci beaucoup d'avoir posé les premières bases de notre discussion. Pour illustrer, je vous propose d'entendre une voix que les amateurs de football connaissent très très bien. C'est le champion du monde 1998, Vicente Lizarazu, qui donnait un entretien pour Brut où il parle justement de son rapport au sport. Le sport, c'est ma boussole, c'est ma vie, c'est mon équilibre. J'ai fait du sport professionnel, j'étais très bien payé pour ça. Et aujourd'hui, je le fais pour rien. Je le fais parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien. Je préfère être addict à ça qu'à d'autres choses. Alors, on le voit bien ici, Vicente Lizarazu revendique d'être addict au sport, mais considère cette addiction comme positive. Donc, est-ce que l'addiction au sport est forcément quelque chose de négatif ou dangereux ? Il a dit 3 mots qui étaient vraiment importants, Vicente Lizarazu. C'est un équilibre dans ma vie. Quand on est addict au sport, en fait, c'est que c'est plus du tout équilibré, c'est plus du tout harmonieux. Donc, si c'est un équilibre, a priori, il n'y a pas d'addiction. Ensuite, il a parlé de sport professionnel. Évidemment, quand on va parler d'addiction, on a tendance à travailler en tant que chercheur, avec des amateurs. C'est pas du tout le même contexte quand on est au niveau professionnel. C'est son boulot de faire du sport. Et ensuite, donc, il dit que c'est sa boussole. Il parle de plaisir. Donc, je suis pas sûre qu'il soit addict au sport. Il est peut-être très passionné par l'activité physique et c'est un réel équilibre. Maintenant, si on reprend la définition qu'on a dit au départ, il serait addict s'il ne contrôlait pas sa pratique, s'il y avait des conséquences négatives. On ne peut pas poser un diagnostic là, mais il parle en termes plutôt positifs comme quelqu'un de plutôt passionné. Quand on est passionné par une activité, on va parler de passion harmonieuse comme il le fait. C'est un équilibre, je me sens bien, ça construit ma vie, etc., etc. C'est son identité. À partir du moment où il va y avoir une bascule et qu'on contrôle plus cette activité-là, et que c'est elle qui prend notre contrôle, on va rentrer dans une passion qui est dite obsessive. Et cette passion obsessive, en fait, c'est de l'addiction au sport. Il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent les liens entre l'addiction au sport et la passion obsessive, mais les 2-3 études qui sont là-dessus montrent une corrélation, donc des liens plutôt très forts. Donc je suis pas sûre qu'il soit vraiment addict au sport. Je pense qu'il est vraiment passionné et que c'est un bon ambassadeur du sport et de la pratique physique. Alors maintenant, vous parliez d'addiction positive. Une addiction, c'est aliénant par défaut. Donc ça peut pas être positif puisque c'est l'objet ou la substance qui nous contrôle.
Donc, en soi, c'est absolument pas positif. En fait, tant qu'on fait notre pratique, ça va bien. Mais à partir du moment où il y a un arrêt, parce que arrêt de carrière, blessure, là, on va avoir des symptômes de sevrage, en fait. C'est-à-dire de la colère, de la tristesse, de la dépression. On va être irrité. Et à ce moment-là, c'est au moment où il y a l'arrêt qu'on va se rendre compte que c'est pas du tout équilibré. C'est quand même aliénant. Donc non, on peut pas parler d'addiction positive. Et est-ce que la dose fait le poison ? Est-ce que une pratique addictive est forcément une pratique intense en nombre d'heures sur la semaine ou pas forcément ? Il y a 2 questions dans votre question. Il y a la fréquence et le volume de pratique, enfin le nombre d'heures qu'on va faire dans notre semaine, et puis l'intensité à laquelle on va faire notre pratique. Dans les recherches scientifiques, il n'y a pas de consensus entre le volume, le score de nos échelles qui mesurent l'addiction au sport. C'est comme l'alcool, c'est pas parce que, pour être alcoolique, c'est pas déterminé par un volume. C'est à partir du moment où je vais boire un verre par jour et que j'ai besoin de boire ce verre par jour, sinon je me sens pas bien, il y a addiction. Donc là, ça peut être à partir du moment où je vais courir tous les dimanches matins et qu'on me supprime cette activité-là, je me sens pas bien, je pense que ma semaine est foutue, je suis irritable, je dors pas bien, du coup, il y a addiction. Donc, on n'arrive pas à montrer les liens. En tout cas, les études ne sont pas concordantes par rapport à ça. Et dans les études du coup que j'ai pu voir de la recherche actuellement, on a essayé de voir quelle population potentiellement était plus enclin à l'addiction au sport. Certaines études pointent les hommes, d'autres les femmes, certaines autres études certains sports. La conclusion à avoir de tout ça, c'est que tout le monde peut être concerné ou alors qu'il faut faire plus de recherches ? Il faut certainement faire beaucoup plus de recherches parce que les études se sont focalisées sur certains sports. Des sports où le poids est important pour la performance, comme en athlétisme, en triathlon, des sports où la forme ou les formes étaient importantes, comme la gym, la danse. Donc, les chercheurs, on s'est focalisé sur ce public-là sportif avec des sports bien précis, ou chez les étudiants, parce que quand on est enseignant-chercheur, c'est un public captif et facile à avoir. Donc, en fait, il y a des liens entre les sports, forcément, où le poids est important, où la forme est importante. Ça a été démontré. Mais ça peut toucher monsieur et madame tout le monde, parce que dans l'étude de l'INSERM, quand vous avez cité des chiffres tout à l'heure, l'INSERM a interrogé en population générale et c'était 4,5%. Alors, il y a des choses à revoir sûrement au niveau méthodologique, parce qu'elle est vieille, cette étude. Mais oui, ça peut toucher vraiment tout le monde. Quand on va mesurer l'addiction au sport, on va utiliser des échelles. Et on s'est rendu compte qu'il y a des échelles qui étaient plus sensibles pour les hommes et d'autres plus sensibles pour les femmes. Ce qui veut dire que sur la même échelle, par exemple, l'exercice dependent scale, quand je la pose à des hommes et des femmes, il y a des femmes qui vont peut-être pas être côté positif en tant qu'addictes, mais si je leur fais passer l'échelle exercice dependence questionnaire, qui a été validée par Ogden, celles qui étaient négatives vont passer positives. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, est-ce que vous pourriez clarifier ? Alors, ça s'appelle échelle de dépendance à l'exercice physique, qui a été validée par Rosenblatt en 2002. C'est une échelle où il y a 21 questions et on répond de 0, jamais, à 6, tout à fait d'accord. Et ces 21 questions permettent de mesurer différentes dimensions, comme la réduction des autres activités, l'intention, le temps, le fait de continuer à courir quand je me blesse, etc. Quand je réponds à ce questionnaire-là, qui est vraiment très spécifique, certaines femmes vont être côté positif, c'est-à-dire déclarées dépendantes. Si ces mêmes femmes, je leur fais passer un autre questionnaire qui s'appelle l'exercice dépendance questionnaire, donc le questionnaire de dépendance à l'exercice physique, validé par Ogden. Qui est Ogden, juste Ogden, c'est un chercheur, en fait, et il a fait ce questionnaire en 97, de mémoire. Il va mesurer cette dépendance à l'exercice physique à travers 8 dimensions. Mais c'est pas les mêmes dimensions. Il y aura la motivation, il va y avoir les interférences avec la vie sociale, et il va définir finalement cette dépendance différemment. La dame qui a rempli mon questionnaire, le premier questionnaire, va être positive. Si elle remplit le questionnaire de Ogden, elle peut être côté négatif parce qu'on ne mesure pas de la même façon cette dépendance. Alors du coup, ça veut dire qu'on ne mesure pas un même concept avec les mêmes outils et que la définition est différente de ces outils. C'est en ça où il y a beaucoup de biais dans les recherches et que vous avez dit il faut faire des études. Et pour faire ces études, il faut surtout revenir à la source, c'est-à-dire interviewer des personnes qui ont une addiction à l'activité physique. Vous évoquez du coup le fait que monsieur et madame tout le monde peuvent être concernés par cette addiction. Un monsieur tout le monde qui était sacrément addict, vous en avez rencontré un, vous avez même fait un cas clinique autour de lui. Alors cette personne en question était addict, lui, au cyclisme. Comment est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce cas clinique ?
Ça, c'était en 2013. J'avais une étudiante en doctorat, Gayatri Kotbadji, qui a fait son stage au CAPS, c'est-à-dire au Centre d'accompagnement et prévention des sportifs à l'hôpital Saint-André à Bordeaux. Et en fait, c'est une psychiatre, Isabelle Muller, que j'avais rencontrée en colloque, qui m'avait dit « ça serait intéressant que tu puisses voir mon patient qui a 50 ans, addict au vélo en effet, et qu'on voit en quoi les échelles peuvent nous aider, nous, en tant que psychiatres, à compléter notre diagnostic ou voir comment on pourrait retravailler sur ces échelles-là. » Donc, ce monsieur-là, comme beaucoup de personnes, il consultait pas forcément pour sa pratique problématique, il consultait pour les conséquences de cette pratique-là, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à avoir des relations stables, amoureuses, il avait été marié, et puis toutes ses compagnes successives se plaignaient de son manque de disponibilité. Donc, il consultait pour ça, parce que dès qu'il y avait une rupture amoureuse, il déprimait, il avait quand même fait des tentatives de suicide, enfin, son cas était quand même très sérieux. Donc, il l'a consulté, et puis Isabelle s'est rendue compte que finalement, il y avait une grosse problématique autour de sa pratique de vélo, qu'il avait commencé à 15 ans, avec un papa qui était méga investi sur cette pratique-là, qui organisait les compétitions, qui organisait ses déplacements. Et donc, ce monsieur est arrivé à changer son rythme de vie, c'est-à-dire qu'il travaillait dans une usine de jour, il est passé de nuit. Il faisait à peu près 100 courses cyclistes par an. Donc, il en faisait 2 par week-end et il s'entraînait 10 heures dans la semaine. Forcément, il réduisait ses autres activités. Il avait des comportements en lien avec du sevrage. Dès qu'il devait arrêter, il n'était pas bien, irritable, irrité, en colère. Donc, on l'a rencontré dans ce contexte-là. Donc, au travers de ce cas, on comprend bien que l'addiction au sport, c'est un sujet complexe qui peut connaître de nombreuses formes, mais est-ce qu'on peut tisser des liens avec d'autres addictions ou peut-être même passer de l'une à l'autre? Et à ce propos, je vous propose d'écouter le témoignage poignant d'Elisabeth Groussel, qui a été championne de France du 800 mètres dans Stade 2. J'étais malade avant de faire du sport, mais je suis allée dans le sport pour essayer de trouver une solution et quand j'ai arrêté le sport, non, j'étais toujours malade, je suis devenue anorexique, j'ai perdu du poids, j'ai fait 35 kilos. J'avais besoin de sculpter mon corps, j'avais besoin de perdre du poids, j'avais besoin de retirer l'image de la femme que j'avais de moi. C'était quoi cette image alors? Une femme avec des formes et je voulais pas représenter ça. J'étais juste une personne troublée par son image. J'avais besoin juste de me faire du mal, à chercher à savoir pourquoi. Non, j'avais juste besoin. Dans la suite de cette émission de Stade 2, on apprend également que Elisabeth Groussel a arrêté sa carrière du fait de troubles du comportement alimentaire et vraisemblablement d'addiction au sport très importante. Troubles alimentaires et addiction au sport, c'est quelque chose qui est fréquemment lié. À nouveau, je suis pas sûre qu'elle soit addicte au sport. D'accord. Parce qu'elle dit bien, et c'est tout l'enjeu de poser des diagnostics, elle dit bien qu'elle était malade avant de faire de l'activité physique. Elle parle d'anorexie, elle parle de boulimie, elle parle de perception de soi qui était totalement altérée. On voit bien que c'est une personne qui s'aimait pas, qui aimait pas les formes féminines. Elle a visiblement des troubles du comportement alimentaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dépendance secondaire finalement. Et pour alimenter, entre guillemets, ces troubles du comportement alimentaire, et on parle de troubles de conduite alimentaire d'ailleurs, elle va faire de l'activité physique, ce qui lui permet de sculpter son corps. Donc l'activité physique, c'est un média. Et c'est pas le problème, en fait, son addiction au sport. Je suis même pas sûre qu'elle ait une addiction au sport. Son premier problème, c'est son trouble de conduite alimentaire. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en charge. Donc, forcément, on n'est pas professionnel en athlétisme, mais elle était quand même dans l'équipe de France avec des résultats incroyables. Ses journées étaient faites de ça. Je suis pas sûre qu'on puisse poser ce diagnostic. Et elle a été capable d'arrêter l'activité physique. Donc, je sais pas si ça a été douloureux ou pas. Puis, elle explique après, dans l'interview, son chemin pour arriver là où elle est arrivée et s'accepter comme elle est. Donc, c'est vraiment un trouble des conduites alimentaires. Ce trouble de conduite alimentaire, c'est un des troubles, une des comorbidités, donc une maladie associée, qui est la plus fréquente avec l'addiction au sport. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir pourquoi il y a ce rapport problématique, ou pas d'ailleurs avec l'activité physique. Mais cette activité physique, elle a pour but de servir la première maladie, en fait, celle qui a démarré.
Chez le monsieur dont on évoquait tout à l'heure, il avait des achats compulsifs, donc une addiction aux achats compulsifs qu'on retrouve dans la littérature. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont une addiction au sport ont une anorexie ou une boulimie ou des troubles des conduites alimentaires. Ça ne veut pas dire que les achats compulsifs, c'est vraiment lié. C'est des comorbidités possibles. Donc, ce monsieur avait aussi une addiction au sexe et à la masturbation. On retrouve, alors pas chez ce monsieur, mais on retrouve aussi des addictions à l'alcool, à la nicotine. Et nous, on avait retrouvé dans une étude en 2016 et 2017 addiction au cannabis. Il y a un substrat commun, en fait, qui fait qu'on peut passer d'une addiction à une autre addiction et y avoir ces transferts d'addiction. Et notamment, un trait de personnalité qui se retrouve dans les personnes qui ont des conduites addictives, c'est l'impulsivité. Si je peux plus courir et que j'ai besoin d'assouvir un plaisir, un besoin, qu'est-ce que je vais faire de façon urgente qui répond à cette impulsivité ? Finalement, peut-être que ça va être l'alcool, ça va être le cannabis, ça va être des achats compulsifs. Quand on a un tempérament addictif et qu'on est addict au sport, qu'est-ce qui dans le sport rend addict ? Est-ce que c'est l'effort, c'est le surpassement ? On parle d'adrénaline aussi souvent. Est-ce qu'on sait ce qui dans le sport génère une addiction ou pas ? L'adrénaline, je pense, c'est plus avec les conduites à risque. Je pense qu'on parle plus de dopamine ou d'endorphine quand on est dans l'addiction. Il y a ce système de récompense qu'on va retrouver dans chaque addiction, avec cette fonction de plaisir ou assouvir un besoin, ça c'est sûr. Les échelles parlent de addiction à l'athlétisme ou à la course, addiction au triathlon, addiction positive, addiction négative. Ce qu'on mesure, c'est l'addiction à une activité physique. Maintenant, qu'est-ce que recherchent les personnes et quelles sont leurs motivations ? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'elles veulent avoir une reconnaissance sociale ? Est-ce qu'elles veulent se mettre en défi ? Est-ce qu'elles veulent... ce qui les fait kiffer, c'est vraiment aller au bout d'elles-mêmes et courir 100 km. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment la motivation et ce qui va être constitutif de cette addiction, en fait. Et si on pense être addict au sport, aujourd'hui, quelle est la prise en charge ou qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pour soi ou pour les gens qui nous entourent ? C'est quoi d'abord peut-être les signes qui doivent alerter ? On n'a personne qui vient consulter pour une addiction au sport. Les personnes ne sont pas addictes au sport pour elles-mêmes. Elles sont plutôt dans le déni. C'est souvent l'entourage qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui est un petit peu déconnant à un moment donné avec la pratique, en fait, qui devient excessive et où il y a beaucoup de sacrifices qui est fait, mais la personne ne se rend pas compte qu'il y a des sacrifices. Donc, une personne qui a une addiction au sport vient jamais consulter pour son addiction. Elle vient consulter pour des troubles de sommeil, pour des blessures. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, si on se rend compte qu'on a un proche qui a une addiction, c'est peut-être lui en parler, en lui disant ce qui va et ce qui va pas, et puis après la mener à consulter. Donc, en psychologie, en général, on essaye de partir de l'histoire de la personne avec l'activité physique, et puis voir à quel moment il y a eu cette bascule entre, à la limite, je vous parlais de passion harmonieuse et obsessive, mais entre je fais une activité tout à fait équilibrée qui n'intervient pas ou n'interfère pas dans ma vie de tous les jours à une activité qui me fait basculer. Donc, c'est identifier ce moment-là. Et souvent, quand on a une addiction au sport, c'est une stratégie de coping pour gérer nos émotions. Coping, c'est-à-dire ? Alors, c'est une stratégie pour faire face à des émotions qui vont être négatives, qui nous emportent beaucoup. Et pour diminuer ces émotions-là, cette tension interne, du coup, on va aller courir, nager, faire du vélo ou voire faire du yoga. Mais on va faire pas que du sport dans le sens compétition, on va faire de l'activité physique de façon générale. Donc, c'est mettre en lumière, en fait, la fonction de cette activité qui est excessive. Donc, c'est pourquoi j'en fais. Est-ce que c'est pour gérer mes émotions ? Auquel cas, on va mettre en place des thérapies plutôt émotionnelles ou des thérapies cognitives comportementales où on va essayer de travailler sur les croyances ou la flexibilité cognitive, c'est-à-dire l'estime de soi, l'organisation, comment on va pouvoir s'organiser dans nos vies pour que ça ne prenne pas toute la place que ça prend à l'heure actuelle. Ça, c'est des stratégies. Et quand on est blessé, ou qu'on a une personne qui est blessée en face de nous, qui peut plus courir, mais qui a des symptômes de dépression élevés, on va travailler sur la gestion des émotions, voire proposer des activités alternatives aussi. Et ces activités, elles sont importantes à proposer pour opposer les muscles, les articulations, pour éviter en plus un burn-out, par exemple sportif, etc., etc. Laurence Kern, merci beaucoup pour tous ces éclairages et ces conseils pratiques. Je le rappelle, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre en sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc STAPS. Et Gabriel Maréchaux, merci beaucoup, journaliste à The Conversation France. Merci pour la qualité de cet entretien.
Si vous voulez aller plus loin, on vous met des liens sous le podcast et sur The Conversation France. Et moi, je vous dis à bientôt.